J'invite ceux qui sont encore debout à s'asseoir rapidement sur les sièges, puisque sans attendre, nous allons parler aurore boréale et aurore australe avec un physicien qui les étudie. C'est un grand spécialiste que vous allez voir. Il s'appelle Jean Lillensten, astrophysicien, spécialiste donc de ces aurores polaires. S'il vous plaît, avec un peu de calme, je vous demande de l'accueillir. Merci. Voilà, alors 45 minutes de présentation, Jean, et ensuite je reviens vous trouver, on s'asseyra dans les sièges et on discutera avec le public qui aura certainement des questions à vous poser. Merci. Yes. Merci beaucoup d'être venu à cette conférence. C'est très émouvant pour moi de vous retrouver ici au Havre. Donc on va parler des aurores polaires. Les aurores polaires, j'avais demandé 4 heures, on m'a donné que 45 minutes, alors je vais aller très vite et je vais vous cacher un certain nombre de choses, mais je vais vous en montrer un maximum. Pour comprendre les aurores polaires, il faut d'abord partir du Soleil. Le Soleil, c'est une étoile, et comme beaucoup d'étoiles, elle est faite essentiellement d'un gaz qu'on connaît, qui est très simple, qui est l'hydrogène. Et comment il est fait, l'hydrogène? Il a un noyau qu'on appelle un proton, c'est pas très important, hein, on l'appelle comme ça, et puis quelque part à côté, il y a une autre particule qu'on appelle un électron, qui est comme dans nos fils électriques. Et ces particules-là, elles sont électrisées. Il se trouve que Laplace, un physicien français, il avait déjà compris qu'il y avait 2 types d'électricité. Alors il a dit, il y en a un, ce sera plus et l'autre, c'est moins. Par hasard, l'électron, il a une charge négative et le proton, une charge positive. C'est pas très important, hein, c'est juste une norme. Et donc le Soleil, comme il fait très chaud sur le Soleil, l'électron, il est partout. Et puis les protons, ils font de la soupe. En fait, le Soleil, c'est une soupe de protons avec des nuages d'électrons. Voilà. Et le Soleil tourne sur lui-même. Regardez, ça c'est donc des photos, c'est des films que j'ai rapatriés ce matin, juste avant de venir à la conférence. C'est le Soleil tel qu'on le voyait depuis 3 jours, tel qu'on l'a vu depuis 3 jours. Alors je vais vous montrer le Soleil avec plein de couleurs différentes. Évidemment, c'est toutes des couleurs d'ordinateur. Hein. On a juste codé, c'est un codage à nous. Vous savez, comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle, je le répète, qu'il ne faut jamais regarder le Soleil directement avec ses yeux, on se brûlerait les yeux. Hein. Donc voilà. Donc là, je vous montre le Soleil un petit peu au-dessus de sa surface depuis 3 jours. Donc là, c'était le 23 septembre. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a des taches, des endroits qui sont plus lumineux, plus clairs, des endroits plus sombres. Et là, on est à peu près à 3-4 000 km au-dessus de la surface du Soleil. Et qu'est-ce que c'est que cette boule qui tourne? Donc elle tourne sur elle-même à peu près en 27 jours. Et là, voilà, vous voyez, là, on arrive à hier. Eh bien, c'est cette soupe de protons, là, cette soupe d'électricité qui monte et qui descend, qui bouillonne. C'est un véritable bouillonnement. Avec des zones plus chaudes, donc des protons plus chauds, plus rapides, qui montent comme ça, qui sont plus lumineux avec notre codage de couleurs, et puis des zones plus sombres. Et puis vous voyez, je le repasse là depuis 3 jours, c'est pas seulement que le Soleil il a tourné sur lui-même, mais on voit sur le côté qu'il y a eu tout un tas d'événements. Là à gauche, il y a une grosse boucle là qui vient de se faire, et puis il y en a encore une autre là à droite là qui est en train de dégénérer, et puis il y en a une autre dessus. Enfin, ça n'arrête pas de bouger, quoi. En fait, le Soleil, c'est pas du tout une étoile calme et plan où il se passe rien, c'est vraiment une étoile très active. Alors comment il est fait le Soleil? Pour l'illustrer, on m'a interdit d'amener un camping-gaz et de faire chauffer de l'eau, de bouillir de l'eau ici, donc j'ai téléchargé ça sur Internet. Imaginez, au centre du Soleil, la pression, elle est incroyablement élevée. Hein. Le Soleil, c'est un monstre dans le système solaire. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Si on prend 10 kilos de système solaire, eh bien, il y en a donc 10 000 grammes, il y a 9 997 grammes dans le Soleil. Donc le Soleil, à lui seul, c'est à peu près tout le système solaire, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est encore plus drôle que ça, parce que il reste 3 grammes. Sur les 3 grammes qui restent, il y en a 1,8 dans Jupiter et Saturne. Hein, il en reste 1,2. Et sur les 1,2, il y en a 0,8 dans Uranus et Neptune.
Et dans les 0,4 grammes qui restent, eh ben, il y a ce que vous connaissez, hein, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, les comètes, les astéroïdes. Donc on est vraiment un petit poids dans l'univers. Donc voilà. Alors, vous savez, quand on plonge dans la piscine, ça fait de la pression sur les tympans, ça fait mal hein, si on va profond. Et bien là, c'est pareil sur le Soleil. Il fait tellement, il y a tellement de pression à l'intérieur du Soleil que les protons, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Nous, on dit qu'ils fusionnent, ils s'imbriquent. Et ils font un nouveau gaz qui s'appelle de l'hydrogène. Et puis quand on s'écarte, alors là sur le film, et ben la source d'énergie, parce que à mesure que l'hydrogène de l'hélium, le nouveau gaz s'appelle de l'hélium, à mesure que de l'hydrogène fabrique de l'hélium, eh ben, il y a de l'énergie qui est dispersée, de l'énergie nucléaire, c'est l'énergie solaire, quoi. Ici, sur le film, eh ben, l'énergie, là, elle est électrique, hein. Avec le gaz, c'est de l'énergie chimique. Là, c'est de l'énergie nucléaire. Et puis, quand on chauffe l'eau, eh ben, l'énergie passe dans la casserole, et la casserole, elle reste casserole. Voilà, donc simplement, elle bouge pas. Et quand on s'écarte de la surface du Soleil, eh bien, la pression diminue, bien sûr. Les protons, ils restent bloqués encore les uns contre les autres, mais ils peuvent plus fusionner. La pression est plus suffisamment grande. Ça fait un peu comme une casserole, quoi. Et puis, quand on s'écarte encore, quand on regarde dans la casserole, eh bien, il y a un bouillonnement. Et ben, c'est pareil sur le Soleil. Quand on arrive à proximité de la surface du Soleil, là, la pression est relativement faible et ça bouillonne. Eh bien, c'est ce bouillonnement que vous avez pu voir sur le film précédent. Donc la prochaine fois que vous ferez bouillir de l'eau, eh ben, vous pourrez dire que vous faites une étoile ou de la purée. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le film, on le voyait bien, là, il y a une évaporation hein, quand on fait bouillir de l'eau. Hein. Et ben, sur le Soleil, c'est pareil, il y a une évaporation. Et cette évaporation, elle s'appelle le vent solaire. Le vent solaire. Et de quoi est fait le vent solaire ? Eh ben, il est fait de protons et d'électrons, de l'électricité qui bouge. Et ça, c'est super important, parce qu'il y a un truc, qu'est-ce que c'est que le magnétisme ? Vous savez, à la maison, on a tous des magnets sur le frigo, la personne se demande comment ça fonctionne. Enfin si, plein de gens se le demandent. C'est pas du tout compliqué, hein. Le magnétisme, c'est l'effet à distance d'électricité qui bouge. L'effet. Chaque mot a une. Il y a sûrement des physiciens dans la salle. Alors là, ce que je suis en train de dire, c'est la loi de Biot et Savart. Et puis ceux qui ne sont pas physiciens, on s'en fout complètement. Ça n'a aucune importance. Simplement, ce qu'elle nous raconte, cette loi, c'est que dès qu'il y a de l'électricité qui bouge, si on est à distance, alors on a un effet qui s'appelle le champ magnétique. Voilà. S'il y a un tas d'électricité devant vous qui ne bouge pas et vous êtes à distance, vous ressentez un truc qui s'appelle le champ électrique, comme dans les orages. Hein, voilà. Mais si l'électricité bouge très très fort, alors il y a un effet supplémentaire, c'est le champ magnétique. Or, partout, il y a de l'électricité qui bouge. Dans vos corps, là, en ce moment, là, vous avez des électrons qui tournent dans un sens, et puis alors ça fait un pôle nord et un pôle sud magnétique, mais il y a des électrons qui tournent dans tous les sens, alors tous les pôles nord s'annulent, tous les pôles sud s'annulent. Dans un aimant, tous les électrons tournent tous dans le même sens, alors tous les pôles nord s'ajoutent, tous les pôles sud s'ajoutent, ça fait un pôle nord, un pôle sud d'aimant. Voilà, c'est aussi bête que ça, c'est vraiment pas grand-chose. C'est ça le champ magnétique. Or, je viens de vous dire que le Soleil, il est fait de protons, de soupe de protons et puis de nuages d'électrons, donc de l'électricité qui bouge, ça bouillonne. Donc il y a plein de champs magnétiques sur le Soleil dans tous les sens. Et puis, dans le vent solaire, eh ben, je vous ai dit, c'est des protons et des électrons qui sont transportés, ils sont transportés vite, hein, 1 million en moyenne, 1 300 000 km à l'heure. Ça va quand même assez vite. Et donc, ça veut dire ce vent solaire transporte avec lui son champ magnétique. On l'appelle le champ magnétique interplanétaire. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop compliqué. Alors, quand on regarde la surface du Soleil, ça c'est un film qui a été pris par un satellite japonais. Donc on est à la surface du Soleil, je vais le passer 2-3 fois, et ce qu'on voit, c'est que, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à un endroit, des protons commencent à tourner sur eux-mêmes, alors ça fait un pôle nord et un pôle sud magnétique, alors ça entraîne les autres protons à tourner sur eux-mêmes pour alimenter ce pôle nord, cet aimant, et ça fait des grosses spirales comme ça, qui montent, parce qu'elles sont de plus en plus chargées en protons, hein. Elles montent, et elles s'élèvent au-dessus du Soleil. Quand elles s'élèvent, elles se refroidissent un peu, hein. La surface du Soleil, elle est à peu près à 5700 degrés. Là, la température baisse. Alors, quand on voit ces protons là, sur la surface du Soleil, comme ils sont un peu plus froids, ils sont plus sombres. Alors, Comme ils sont un peu plus froids, ils sont plus sombres. Donc, on les voit comme des grands filaments à la surface du Soleil. Mais quand le Soleil tourne et qu'on les voit sur le fond noir du ciel, alors ils apparaissent très brillants. On appelle ça une protubérance. Et dans cette protubérance, quand il y a trop de protons, ça finit par craquer. Et ça part dans l'espace. On appelle ça une éruption solaire.
Ça va, c'est pas trop compliqué? Super. Oh, pardon, je vous avais dit que je vous le remontrerais, ce film, parce que là, si on regarde sur le bord de l'écran, vous allez voir ce bouillonnement de la casserole dont je vous parlais, là, on le voit super bien, là. Donc là, il y a le fond noir du ciel, et puis on voit ces protons qui se mettent à tourner sur eux-mêmes, voilà, et puis là, on voit bien ce bouillonnement, hein, comme de la soupe qui bouillonne, quoi. Voilà, alors je vous montre, on s'élève encore un petit peu en surface du Soleil. Donc nous, on a des télescopes, et sur nos télescopes, on met des lunettes de soleil, parce qu'on est très très prétentieux, on appelle ça des filtres. Bon, on s'en fout, hein, c'est juste pour voir les choses différentes, quoi. Et ça nous permet de voir le Soleil à peu près à 5000 km d'altitude. Donc c'était encore les 4 derniers jours. Donc là, on est le 23 septembre. Et puis ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même des zones. Alors là où on avait des zones brillantes tout à l'heure, on était à 2000 km d'altitude, 3000, et ça reste brillant, mais on voit des zones de plus en plus sombres là. Dans ces zones sombres-là, là, on est dans l'atmosphère du Soleil. Et l'atmosphère du Soleil, on l'appelle la couronne solaire. Donc on est dans le tout début de la couronne solaire, c'est les Grecs qui l'ont appelé comme ça. Et dans la couronne solaire, eh bien, il y a des zones où il y a moins de protons et moins d'électrons. Mais ils sont plus rapides. Ils sont accélérés. Alors comme il y en a moins, eh ben, on voit ces zones plus sombres. Voilà. Alors on appelle ça des trous coronaux. Les trous coronaux, c'est super cool parce que c'est des endroits où les protons et les électrons sont très accélérés pour plein de raisons liées au champ magnétique. Il n'y a que ça qui compte, hein. Et ces électrons et ces protons vont pouvoir partir plus vite dans l'univers. Alors, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je vais revenir là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle image des 4 derniers jours du Soleil à la surface du Soleil. Alors imaginez, de nouveau à la surface du Soleil, il y a des protons parce que ça bouillonne dans tous les sens comme une rivière, et puis un tourbillon qui se crée. Et hop, le tourbillon se crée, alors ça fait un pôle nord et un pôle sud magnétique, et puis les protons se mettent à tourner comme ça, dans un sens, quoi, avec un pôle nord et un pôle sud magnétique localement. Je me rends compte que quand j'ai répété, j'ai oublié de raconter des choses, et donc j'ai peur de dépasser 45 minutes. Il faut que je vous raconte ce que c'est que la température, parce que c'est un truc dingue, quoi. Enfin, il y a que en physique, on se dit qu'est-ce que c'est que la température. La température, c'est Boltzmann, un physicien, moi je l'adore. Boltzmann, un physicien autrichien qui a découvert ça à la fin du 19e siècle. Lui, il regarde une bouteille de gaz, et puis, enfin une bouteille vide en fait, hein, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la bouteille vide? Enfin, nous, quand on regarde une bouteille vide, on se dit, bon, la bouteille est vide, quoi. Mais lui, non, il se dit, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et il se dit, il y a des molécules qui bougent dans tous les sens, quoi. Et à chaque fois qu'elles se cognent, il y en a une qui est accélérée, puis l'autre qui est ralentie, quoi. Donc il y a un échange d'énergie. Et Boltzmann dit, eh bien, la moyenne de cet échange d'énergie, j'appelle ça la température. C'est dingue. Il était fou, ce mec était un grand physicien. Il était absolument incroyable, quoi. La température, c'est une moyenne d'échange d'énergie au cours de collision. Quand il n'y a pas de collision, dans un univers très vide, eh ben, la température, elle est très basse. Donc, la température de l'univers, elle est à 3 degrés, elle est à moins 270 degrés à peu près de nos degrés Celsius. Et voilà, quoi. C'est juste ça, quoi. Pas de 0 degré, donc il y a un zéro absolu, c'est quand il n'y a pas du tout de collision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de particules, hein. Si toutes les particules elles vont dans le même sens, il n'y a pas de collision, et donc la température est basse, quoi. Puis on met un écran, bouf, ils viennent se fracasser, et là la température elle est élevée, quoi. Donc sur le Soleil, je reviens sur le Soleil, il y a un bouillonnement, donc plein de collisions, et donc comme il y a plein de collisions, la température elle est élevée, donc je vous ai dit à peu près 5700 degrés, et puis localement, les particules elles se mettent à tourner sur elles-mêmes, ça crée un champ magnétique qui entraîne les particules à tourner sur elles-mêmes. Si elles vont toutes si elles tournent toutes dans le même sens, il y a moins de collisions, la température baisse, et elle baisse jusqu'à 4000 degrés. On appelle ça une tache solaire. Et regardez, là, c'est donc parce qu'elles apparaissent noires, hein, elles apparaissent noires sur le fond brillant du ciel. Donc là, maintenant, on est à la surface du Soleil. Et là où c'était très brillant dans la couronne, vous voyez qu'en dessous, il y a des taches. Hop, donc je vous remonte les 4 jours précédents. Donc voilà, là on est il y a 4 jours, il y a 3 jours. Et vous voyez qu'en ce moment, il y a plein de taches solaires, quoi. Ça veut dire un champ magnétique sur le Soleil qui est vraiment complètement
Enfin, c'est pas du tout régulier, quoi. C'est complètement fascinant, quoi. Il y a des périodes, comme en ce moment, où il y a beaucoup de taches sur le Soleil, des centaines de taches sur le Soleil. On dit que le Soleil est actif, parce qu'en même temps, vous avez compris, il y a des éruptions solaires, il y a des grosses protubérances, il y a des filaments, tout un tas de choses. Et puis il y a des périodes où il n'y a pas du tout de taches, alors on dit que le Soleil est calme. Et entre une période calme et une période active, il s'écoule environ 5 à 7 ans. Et puis ensuite, ça redevient calme, il s'écoule de nouveau 5 à 7 ans. On appelle ça un cycle solaire. Un cycle solaire, ça dure entre 10 et 13 ans. En ce moment, on est dans la période la plus active, la plus active. Et le maximum d'activité, c'est peut-être aujourd'hui. Nous, on a des façons de le mesurer et on l'attend. C'est peut-être aujourd'hui, peut-être dans une semaine. On a vraiment. Et là, c'est super excitant parce qu'il se passe plein de choses sur le Soleil. Alors, je travaille beaucoup avec des astronomes amateurs. Moi, je les adore. On fait des découvertes ensemble, c'est très chouette. Et ils font des photos depuis la Terre. Donc, je leur ai demandé de m'envoyer quelques belles photos de taches solaires. Donc, voilà, ça, c'était des taches solaires au mois de mars. Vous voyez, Philippe, il a incrusté la Terre à côté, juste pour montrer l'échelle, quoi. Vous voyez que chacune de ces taches peut être comparable à la taille de la Terre. Et puis, donc voilà, ils m'ont aussi envoyé des jolies photos à vous montrer. Donc ça, c'est une protubérance. Donc vous vous rappelez, c'est des protons qui tournent et qui s'élèvent au-dessus du Soleil et on les voit sur le fond noir du ciel. Et c'est absolument fascinant. Et vous voyez de nouveau avec l'incrustation de la Terre à quel point c'est des choses absolument énormes, quoi, absolument phénoménales, quoi. Et là, il a pris, depuis la Terre, tout ça c'est pris depuis leur jardin, Paul Guittard, un homme que j'aime énormément, qui a pris, il a caché le Soleil, vous le voyez sur la droite. Alors quand on cache le Soleil, on voit que la couronne, on appelle ça un coronographe, et il a réussi à filmer, il y a quelques semaines, cette incroyable protubérance qui devient tellement chargée que elle explose et elle part dans l'espace. C'est fascinant, c'est d'une beauté, moi, je n'arrive pas à m'en lasser, quoi. Oups, pardon, excusez-moi. Je vous en montre quelques-unes encore. Vous voyez cette grosse tache ici, qui était, cette grosse zone active ici, qui était super intéressante, qui a fait plein de belles aurores. Je vais vous raconter les aurores, vous en faites pas, j'y viens. Et vous voyez à quel point la Terre est petite à côté. Cette photo, j'ai trouvé tellement belle, je la montre à chaque fois, quoi. Elle est absolument superbe. Donc encore une fois, une protubérance qui dégénère et qui part en éruption au-dessus du Soleil. C'est juste pour le plaisir, je vous montre ça. Et celle-là, elle m'a beaucoup amusé, c'était pendant les Jeux Olympiques. Donc quand il nous l'a envoyé, Philippe, il a dit « Oh, regardez, il y a la Tour Eiffel sur le Soleil ». Évidemment, ça dure juste 1 heure ou 2, après ça se dégrade et on ne voit plus rien. Mais la photo était tellement marrante que je me suis dit « Oh, je vais vous la montrer quand même ». Voilà. Donc, vous avez compris, dans le vent solaire, il y a un vent solaire permanent, une évaporation, comme l'eau qui bout et qui s'évapore. Cette évaporation, elle est permanente. Cette vitesse moyenne du vent solaire, c'est 370 km par seconde, c'est-à-dire 1 300 000 km à l'heure. C'est la moyenne. Des fois, c'est 700 000, des fois, c'est 4 millions. C'est juste une moyenne, quoi. C'est un vent qui est très vide. Très vide, ça veut dire qu'au niveau de la Terre, dans 1 cm3, il y a 5 protons et 5 électrons. C'est des vides tellement compliqués qu'on a de la peine à les reproduire sur Terre dans les meilleurs laboratoires. Et le meilleur laboratoire, ou un des meilleurs, il est à Paris, c'est rue d'Ulm, et ils arrivent à faire des vides. Ils n'arrivent même pas à faire des vides aussi vite que ça. Néanmoins, ça suffit pour aller créer des aurores polaires. Voilà. Et je vais vous raconter comment. Ce qui est complètement fascinant, c'est qu'il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans, 5 ans, on a réussi, les Belges, à faire un instrument qui filme le vent solaire. Alors évidemment, je vous ai dit, c'est vide, donc on voit que du noir, mais avec des histoires de codage et de traitement du signal, blabla, ils ont réussi à nous montrer ce qu'était le vent solaire. On a trouvé ça trop beau. Et ce qui me fascine, c'est cette inhomogénéité. Vous voyez que c'est pas du tout régulier, ce vent solaire. Des fois, il y en a du rapide, il y en a du lent, et donc ça fait des chocs dans les 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Il y a des chocs, il y a le vent rapide qui rattrape le lent, et puis qui le pousse, et puis lui ralentit. Enfin, vraiment, c'est absolument inhomogène.
Et ça, c'est vraiment super récent. Donc voilà, je vais vous montrer le soleil, là, de nouveau, donc avec des codages de couleurs différents, on s'en fout. Et là, on est à peu près 5000 km au-dessus de la surface du soleil. À gauche, le soleil, il est dans une période calme, il n'y a pas de taches sur la surface. Et vous voyez qu'il y a, ici, dans la couronne, c'est sombre au nord un petit peu et au sud, un trou coronal. Donc ça veut dire qu'il y a un pôle nord magnétique, un pôle sud magnétique. Et là, à droite, le soleil, il est actif, c'est quelques années plus tard. Et là, on a des trous coronaux partout, on a des boucles magnétiques partout, avec des protubérances partout, etc., etc. Le Soleil n'arrête pas de varier au cours du cycle. Et c'est vraiment une étoile extrêmement active. On a presque l'impression que c'est deux étoiles différentes. Quand on cache le Soleil, alors c'est un physicien de Toulouse qui a eu cette idée au 19e siècle, il s'appelle Liot, et il a dit « J'en ai un peu marre d'attendre que la Lune passe devant le Soleil pour voir la couronne, alors je vais cacher le Soleil avec un bout de carton qui représente la Lune. Je vais faire une éclipse toute... c'est complètement... c'était une idée tellement belle, quoi. » Il n'a pas appelé ça un liomètre, parce qu'il était très modeste, il a appelé ça un coronographe, qui permet de voir la couronne du Soleil. Et nous, on en a dans l'espace, des coronographes. Alors voilà les 4 derniers jours autour du Soleil. Là, on est très loin du Soleil. Le Soleil, vous voyez, le petit rond blanc, c'est la taille du Soleil derrière notre coronographe. Et pourquoi on a fait un coronographe? Là, c'est Vénus qui arrive. Donc, pourquoi on a fait un coronographe plus grand que le Soleil? C'est parce que notre satellite n'est pas très stable. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait de la lumière directe du Soleil qui rentre dans le télescope, parce que sinon, on le cramerait. J'en ai cramé un avec mes collègues, je sais de quoi je parle, c'était horrible. Alors, il s'appelait Sumer, à bord de Sceaux. Donc regardez ce qui se passe là, depuis quelques jours. Là, on est dans la couronne et on a des grosses bouffées de l'atmosphère du Soleil. Ça peut éjecter jusqu'à 1/3 de l'atmosphère du Soleil qui sont en train de se produire. Là, on est hier, en fait. Voilà, regardez ce qui s'est passé là. C'était avant-hier soir. C'est complètement fascinant, quoi. On appelle ça des éjections coronale de masse. C'est lié aux éruptions, c'est lié aux taches, c'est lié au magnétisme du Soleil. Donc, en plus du vent régulier, en plus des éruptions solaires, donc les éruptions solaires envoient un vent solaire un peu plus dense, plus rapide, jusqu'à 4 millions de kilomètres à l'heure, et en plus des éjections coronales de masse, qui envoient encore des électrons dans l'univers et des protons dans l'univers avec des vitesses très élevées. Donc c'est quand même, on est quand même baigné là-dedans, on baigne dans l'atmosphère du Soleil. Mais c'est beau, hein. Donc la vision Soleil, la vision moderne du Soleil, c'est une étoile qui est variable, qui est active, qui envoie de l'électricité à travers l'espace interplanétaire, et que c'est le champ magnétique qui est le moteur de toutes les manifestations de l'activité solaire. Voilà, c'est une des plus grandes découvertes de ces dernières années, avec des périodicités différentes. Et la périodicité la plus connue, la plus importante, dure 10 à 13 ans. Forcément, parmi vous, il y en a qui ont lu quelque part que ça durait 11 ans. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre magique. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 13, etc. Il faut oublier le 11. Et on est en ce moment au maximum du cycle. Et moi, je suis super content parce que ça permet de voir absolument plein de choses. Et donc, j'ai essayé de trouver un cartoon pour le raconter. Et la chose à retenir, si vous devez retenir quelque chose en rentrant à la maison sur le Soleil, en tous les cas, c'est que toute l'activité solaire est pilotée par son champ magnétique. Voilà, et cette électricité, elle voyage dans l'espace interplanétaire. Et la Terre, vous le savez, c'est une planète qui possède son propre champ magnétique. Si j'avais le temps, je vous raconterais pourquoi. Mais ça veut dire qu'il y a de l'électricité qui bouge quelque part. C'est ça que ça veut dire. Et ça bouge dans la graine qu'on appelle la graine liquide à l'intérieur de la Terre. Et en plus, elle procède d'une atmosphère. Et ça, c'est pas anodin. Et alors voilà, donc maintenant, je vais essayer de vous raconter ce qui se passe quand cette électricité arrive à proximité de la Terre. Et il y a plein d'erreurs sur Internet, et moi je ne veux pas passer mon temps à corriger les erreurs sur Internet. Donc voilà, donc je vous le raconte avec les mains. Donc l'électricité arrive à proximité de la Terre. Alors la Terre, elle a un pôle nord, un pôle sud comme ça, on va dire. Et elle arrive, et les protons et les électrons réagissent pas exactement pareil par rapport au champ magnétique. À peu près à 10 rayons terrestres, un rayon terrestre c'est à peu près 6000 km, donc environ à 60 000 km de la Terre, ils commencent à être sensibles au champ magnétique de la Terre. Et les protons passent d'un côté et les électrons passent de l'autre. Ils ne peuvent pas continuer, ils sont ralentis dans ce sens-là, et puis ils accélèrent comme ça et contournent la Terre. Et vous savez, quand on écarte des charges électriques, ça crée entre les deux un champ électrique
Pareil, hein, quand il y a de l'orage, par exemple, le sol se tapisse d'électrons, la base des nuages se tapisse d'électricité positive. Les nuages, franchement, ils vont à quelques kilomètres à l'heure. Hein, par rapport aux vitesses dont je vous parle, on s'en fout. Hein, c'est comme s'ils ne bougeaient pas. Et entre les deux, les gens qui ont des cheveux, il y en a plein dans la salle, et les cheveux, ils se restent sur la tête, vous le savez. Hein, c'est le champ électrique de l'orage. Donc pas moi en tous les cas. Et voilà. Et donc c'est ce qui se passe là. Donc on a ces protons qui passent d'un côté, les électrons qui passent de l'autre, et ça crée entre les deux un grand champ électrique, quoi. Mais les protons et les électrons, à cause du champ magnétique de la Terre, ils peuvent rien faire d'autre, quoi. Ils sont obligés de contourner. À l'intérieur de cette cavité, on est sensible au champ magnétique de la Terre. On l'appelle la magnétosphère. Et à l'extérieur, on est dans le vent solaire. Seulement cette frontière-là, elle est poreuse. Hein. Il n'y a pas de frontière, en fait. Hein. C'est le vide. Hein. Donc il y a les protons, les électrons, ils avancent en tournant comme ça. Et puis il y en a une partie qui se retrouve à l'intérieur de cette magnétosphère. Et là, ils se retrouvent dans une configuration dans laquelle il y a un champ électrique, un champ magnétique comme ça, un champ électrique comme ça, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, à cause de la séparation des charges. Et ça les oblige, ces particules, qui arrivent loin, là, de l'autre côté nuit de la Terre, à revenir. Voilà, c'est cette configuration. Un champ magnétique, un champ électrique, les particules bougent et reviennent. Et elles s'approchent de la Terre, et de nouveau, le champ magnétique de la Terre, il est de plus en plus intense quand elles s'approchent. Et de nouveau, elles sont bloquées. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles tournent. Elles tournent autour de la Terre. Elles se mettent à tourner. Faut imaginer un pneu de camion, et puis au milieu, vous mettez un abricot. L'abricot, c'est la Terre, et le pneu de camion, c'est ce gros anneau dont je vous parle, dans lequel tourne ce courant. On appelle ça un anneau de courant. Un gros anneau de courant, comme ça, qui se trouve à peu près à 5-6 rayons terrestres. Alors évidemment, on évite d'y faire voler les satellites. On l'appelle aussi la ceinture de Van Allen, parce qu'elle a été découverte par ce physicien américain, Van Allen. Et dans cette ceinture de courant, il y a des collisions. Alors, comme il y a des collisions, comme des boules de billard, un petit peu, pouf, les électrons, les protons, ils sont éjectés. Et quand ils sont éjectés, ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas de volonté, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être attirés par le pôle nord ou le pôle sud magnétique. Donc ils vont aller se mettre en face du pôle nord ou du pôle sud magnétique, donc ils tournent comme ça, et puis ils sont éjectés, ils vont aller se mettre bien en face, mais le pôle nord ou le pôle sud magnétique, il est à l'intérieur de la Terre, hein, il n'est pas à l'extérieur, hein, c'est l'aimant de la Terre, il est dans la Terre, quoi. Alors il faut imaginer un entonnoir dont le pied serait sur le pôle sud magnétique ou sur le pôle nord magnétique. Et ces électrons, ils tournent, ces protons, ils tournent, et puis ils vont aller se déplacer comme une forme d'entonnoir. Et en cours de route, donc sur un cercle, ils vont rencontrer l'atmosphère de la Terre. Ce cercle, on l'appelle ovale auroral. Il y a un ovale auroral au nord qu'on appelle boréal, et un ovale auroral au sud qu'on appelle austral. Ça va ? C'est terrible. Sur Internet, je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'erreurs sur Internet, quoi. Tous les cartoons sur Internet sont absolument faux. C'est quand même pas très compliqué à comprendre, quoi. Mais voilà, c'est de là que vient cet ovale auroral. Voilà l'ovale auroral. Alors ça, c'est une photo qui a été prise par un satellite, je crois... on la voit plus, la photo ? Où elle est, ma photo ? Super, le voilà. Vous voyez ici en haut à droite, c'est le côté jour de la Terre, donc c'est éclairé. Et puis on a cet ovale auroral avec cette dynamique incroyable. On croirait une rivière qui coule, hein, parce que c'est un fluide, hein, ça coule dans tous les sens, les électrons n'arrêtent pas de bouger, etc. Et en dessous, vous voyez les villes des États-Unis éclairées, c'est la nuit. Donc vous voyez, avec la côte est, c'est la côte ouest. Hein. Vous voyez que c'est absolument énorme cet ovale auroral. Et pourquoi on l'appelle ovale auroral? Alors d'abord, pourquoi ovale? Alors qu'il est circulaire, c'est parce que quand les grandes nations scientifiques voulaient conquérir les pôles, ils ont envoyé des géographes pour savoir ce qu'on allait y trouver. Et ces géographes, ces physiciens, ces scientifiques ont compté les aurores polaires. Et puis ils ont fait une carte qui a été publiée en 1851, dans laquelle ils ont dit les aurores polaires se distribuent sur un ovale. Bon, ils s'étaient un peu gourés, mais quand même c'était performant. Il fallait sortir quand il faisait nuit, parce que pour voir les aurores, il faut qu'il fasse nuit. Donc il faisait moins 30 degrés. Enfin bon, c'est l'horreur. Il y en a plein qui se sont fait bouffer par les ours, qui sont morts de froid, de faim. Enfin bon. Et ils ont publié quand même cette carte, on a gardé ce nom ovale auroral. Donc ça, c'est pourquoi ovale. Maintenant, pourquoi auroral? J'ai pas le temps de faire mes blagues, je suis absolument désolé. J'espère que vous avez compris ça, cette magnétosphère, c'est la forme de la magnétosphère. Et en rose, j'ai dessiné cet anneau de courant à la ceinture de Van Allen, quoi.
Ça, c'est un film qui a été fait par... non, j'ai pas le temps de le montrer, là, je vois le... Non, si, j'ai le temps, j'ai commencé en retard, faut quand même. C'est un film qui a été fait par la 5, et puis la chaîne de télé, ils m'ont demandé si je pouvais les conseiller, alors j'ai dit d'accord, mais j'ai le droit de montrer le film, ils m'ont dit d'accord. Donc c'est la Terre, au centre, il y a la graine qui tourne, qui crée le champ magnétique, et puis là, on voit le champ magnétique autour de la Terre, cette grosse cavité, et puis voilà, ça c'est l'entonnoir dont je vous parlais tout à l'heure, là on le voit vraiment bien cet entonnoir. S'il n'y avait pas le vent solaire, s'il n'y avait pas le vent solaire, eh ben, le champ magnétique de la Terre, il aurait cette forme régulière, là, comme une espèce de grosse cacahuète autour de la Terre. Mais il y a le vent solaire, et le vent solaire transporte son propre champ magnétique. Et donc il y a une interaction, il pousse le champ magnétique de la Terre côté nuit, et donc voilà ce que ça donne. Et il est permanent, le vent solaire. Hein. Donc la magnétosphère, elle a une forme, elle a cette forme-là, mais elle est incroyablement dynamique. Et elle est dynamique parce que vous avez compris que le vent solaire, il est dynamique. Ça fait bouger les lignes de champ magnétique, ça fait bouger notre champ magnétique externe. Il y a plein d'applications qu'on appelle la météo de l'espace. Il y aura une conférence demain dessus. Et vous voyez qu'en fait, la ceinture de Van Allen ici, qui est beaucoup plus correcte que sur les autres représentations, elle n'est pas du tout circulaire. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler, enfin, on y arrive, je vais vous parler des aurores. Donc les aurores polaires. Donc vous avez compris, ces particules, elles ont suivi, elles ont mis environ, alors le plus rapide que j'ai vu, c'est 10 heures, mais en moyenne, c'est plutôt 2 jours et demi pour arriver depuis le Soleil jusqu'à la Terre. Elles sont rentrées à leur vitesse incroyable, 1 300 000, 2 millions, 3 millions de kilomètres à l'heure. Il y en a une partie, 10%, qui est rentrée dans la magnétosphère, qui s'est mis à tourner dans l'anneau de courant, qui s'est précipité, c'est comme ça qu'on dit, vers les pôles magnétiques, qui est descendu sur l'ovale auroral. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À partir de 300 km d'altitude, elle commence à rencontrer notre atmosphère. Elle est très ténue, l'atmosphère. On est dans l'espace, aux altitudes de vol de la Station spatiale internationale. Elle rencontre l'atmosphère. Imaginez, vous avez... Alors là, ce qu'on respire, par exemple, c'est de l'azote et de l'oxygène. Vous le savez par cœur, évidemment. Je veux pas... C'est des molécules d'azote et des molécules d'oxygène. Elles ont la même structure. 2 atomes d'azote côte à côte et 2 atomes d'oxygène côte à côte. Imaginez, donc, une molécule d'azote qui reçoit un choc, parce qu'il y a un électron du vent solaire qui est arrivé. Alors la molécule, elle peut se mettre à vibrer comme ça. Nous, dans notre jargon, on appelle ça une excitation vibrationnelle. C'est excité et ça vibre. Wow, c'est très très bête. Mais on comprend avec les mains qu'il y a plusieurs modes d'excitation vibrationnelle. On peut vibrer comme ça, on peut vibrer comme ça, plus ou moins loin, plus ou moins vite. Donc on peut être excité vibrationnellement. La molécule, elle peut se mettre à tourner comme ça. C'est une excitation rotationnelle. Voilà, c'est pas pareil si elle tourne comme ça ou si elle tourne comme ça par rapport au champ magnétique. Donc il y a plusieurs modes d'excitation rotationnelle. Et puis vous le savez, comme sur l'hydrogène, toutes les molécules, tous les atomes, c'est la même chose. Il y a un noyau, puis des électrons quelque part autour, et hop, un électron peut s'écarter. Voilà, c'est une excitation électronique. Tôt ou tard, c'est-à-dire entre quelques centièmes de seconde et quelques dizaines de secondes, l'électron revient à sa position d'équilibre, la rotation s'arrête, la vibration s'arrête, et l'énergie qui a été donnée par collision est rendue sous forme de lumière. C'est une aurore. C'est ça une aurore. Une aurore, c'est des millions et des millions d'électrons et de protons qui ont été éjectés du Soleil, qui ont parcouru 150 millions de kilomètres, 149 millions de kilomètres, qui sont arrivés près de la Terre, qui ont été sensibles au champ magnétique. Il y a eu cette séparation. Une partie est rentrée, ils ont tourné dans l'anneau de courant, ils ont été éjectés, ils se sont dispersés sur l'ovale auroral, ils sont descendus dans l'atmosphère, ils ont heurté des millions et des millions de molécules d'azote, d'oxygène ou des atomes d'oxygène tout seuls. Et ces atomes d'oxygène, ces molécules d'azote ou d'oxygène ont été excités vibrationnellement, rotationnellement, électroniquement et ont rendu l'énergie sous forme de lumière. Le vent solaire, quand il arrive à sa vitesse moyenne de 1 300 000 km à l'heure, il peut descendre dans l'atmosphère jusqu'à environ 100 km d'altitude. Là, il rencontre de l'oxygène atomique, des atomes tout seuls d'oxygène. Et avec l'énergie que reçoivent ces atomes d'oxygène, eh bien, la couleur est rendue sous forme de vert. Donc, il y en a forcément dans la salle qui ont déjà vu des aurores, et probablement vertes.
parce qu'elles sont presque toujours vertes. De temps en temps, le vent solaire est plus lent, alors il est arrêté plus haut, vers 200 km d'altitude. Et là, l'oxygène rend des couleurs rouges. Et puis de temps en temps, il y a des grosses bouffées d'électrons à cause d'éruptions, d'éjections coronales de masse. Et les électrons peuvent descendre plus bas dans l'atmosphère, jusqu'à 80 km d'altitude. Et là, c'est un festival avec plein de couleurs dues à l'azote essentiellement moléculaire, du mauve, du rose, du bleu, tout un tas de couleurs. C'est une aurore polaire. Alors maintenant, on va enfin en voir. Voilà, ça c'est un film qui a été pris par mon ami Jean Mouette de l'Observatoire de Paris. Voilà, donc c'est le premier film qui a été fait au monde avec la bonne dynamique et les bonnes couleurs. Donc beaucoup de vert, vraiment beaucoup de lumière dans la salle, et puis des formes qui correspondent tout à fait au fait que le vent solaire est extrêmement dynamique, quoi. Voilà, et là, si tout va bien, s'il y a assez de lumière... Oh, super, je vous remercie, dans la régie, vous êtes adorables. Vous voyez, il y a du mauve, vous le voyez, ce mauve? Ce mauve, il est émis entre 80 et 95 km d'altitude. Et le blanc, là, le blanc qu'on vient voir très fugitivement, c'est parce qu'il y a des grosses particules qui arrivent, enfin, des grosses bouffées, hein, qui arrivent plus vite, et ils vont aller exciter plus bas dans l'atmosphère, quoi. Mais toujours, on a ce vert. Donc moi, quand je regarde les aurores, à chaque couleur me raconte une histoire, hein. Elle me dit à quelle vitesse est arrivé le vent solaire, comment il a été transformé, parce que je connais ce qui s'est passé sur le Soleil, et puis qu'est-ce qui a été heurté et comment ça a été heurté. J'ai appris en outre à regarder les aurores, ça c'était une de mes découvertes, de façon un peu spéciale, en regardant comment la lumière se propageait, et ça m'a appris plein de choses. Voilà, et donc vous voyez, toutes ces grosses boucles-là qu'on voit dans les aurores, c'est simplement parce que les protons, les électrons, ils se sont mis à tourner, et puis ils ont fait des gros tourbillons dans la ceinture de radiation, l'anneau de courant. Voilà, je vous montre d'autres images. Ça, c'est pris de la Station spatiale internationale. Donc la Station spatiale internationale arrive, et hop, vous voyez, elle commence à voir l'ovale auroral avec le rouge ici vers 200 km d'altitude et le vert ici vers 110 km d'altitude. Et vous voyez que c'est très circulaire, hein, on le voit bien là, hein, on voit bien ce grand ovale, enfin, ce cercle auroral, hein, au-dessus des nuages. Ça veut dire que s'il y a des nuages, on ne peut pas les voir, hein, c'est bien au-dessus des nuages. Voilà, ça je vous l'ai déjà montré, pardonnez-moi. Alors comme moi je ne sais pas prendre les photos, je ne prends que des élèves en thèse qui savent en prendre, comme ça ils en prennent à ma place quand on va en manip. Et ça c'est en Arctique, donc sur un archipel qui s'appelle Svalbard. On avait vu pour une fois une aurore bleue, quelque chose de très très rare. Ça c'était en février cette année, en manip. Voilà, donc on a eu un festival d'aurore avec tout un tas de couleurs dans tous les sens. Ces rideaux auroraux là, alors les caméras souvent sont plus sensibles que nos yeux, hein. C'est en vérité extrêmement ténu quand on les voit, hein. On voit très très peu de choses. Il faut être dans un noir absolu, aucune pollution lumineuse, et puis il faut habituer nos yeux à voir. Et c'est très très rapide. Donc il faut juste apprendre à notre cerveau à analyser ce que les yeux ont vu. Mais ça, c'est pas un nuage, hein. C'était une aurore très diffuse, et puis derrière, beaucoup de rouge. Voilà, Gaël, c'était un de mes anciens thésards, et maintenant il est chercheur en Belgique, et je continue à partir en manip avec lui, parce qu'il prend de très très belles photos. Non, en fait, c'est un amour, hein, pour de vrai, c'est pour ça. Voilà, donc tout un tas de formes. Ça, c'est un film qui m'a été donné par un collègue finlandais. Donc, il a une caméra qu'on appelle une caméra plein ciel. Et cette caméra me permet de voir l'ensemble de la voûte céleste. Et il a fait un film de toute une nuit aurorale, quoi. Et donc, là, on voit arriver tout un tas... Les heures qui sont très accélérées défilent en dessous, hein. Et là, donc, on voit tout un tas de couleurs qui arrivent dans tous les sens. Et puis, vous voyez que c'est extrêmement dynamique, hein. Quand le soleil est actif, on peut rester dehors. Alors, pour les voir, évidemment, il faut bien se couvrir, parce qu'il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. Mais ça, on sait faire, hein. On prend des grosses chaussettes, des grosses chaussures, on prend tout un tas de couches d'anoraks, de pulls. Et il faut se couvrir le nez aussi, parce qu'il peut casser si jamais il gèle. Et puis les oreilles. Voilà, mais on met une écharpe, hein, c'est pas grand-chose. Et puis, il faut rester dehors. Il faut rester dehors, en dehors de toute pollution lumineuse, et il faut attendre. Il faut attendre pendant des heures et des heures. Voilà, ici, de nouveau, donc ça c'était dans notre manip de février, où on a vu arriver tout un tas de rideaux auroraux.
C'est très accéléré, hein. Ça c'est un time-lapse, c'est pas un film. Et vous voyez qu'on voit les étoiles au travers. Hein. C'est très très ténu, hein. C'est vraiment, il y a très très peu de lumière. Hein. Ces espèces de peignes-là qu'on voit, ils nous intriguent beaucoup en ce moment. Voilà, c'est assez amusant de les voir et j'ai mon interprétation sur ces formes d'aurore, mais c'est un petit débat scientifique qu'on a en ce moment, c'est marrant. Alors, est-ce qu'on pourrait en voir au Havre ? Je me dépêche un peu parce que je vais absolument vous en parler. Voilà ce qui s'est passé le 8 mai 2024. Ça, c'est le Soleil. Alors maintenant, vous connaissez tout. Donc voilà l'état des taches sur le Soleil. Il y avait ce gros groupe de taches très très compliqué là en bas à droite du Soleil. Et ce gros groupe de taches, donc là, maintenant, on s'élève du Soleil. Maintenant, vous avez complètement l'habitude. On est un peu en surface. Et cette zone très brillante, vous voyez qu'elle a donné des éruptions absolument phénoménales, quoi. Excusez-moi. Et hop, voilà. Donc, on est ici. Et ça a donné une éjection absolument phénoménale le 8 mai, presque le 9 mai. C'était autour de minuit, qui est partie à peu près à 4 millions de kilomètres à l'heure. Et par une chance incroyable, elle allait vers la Terre. Donc, vous imaginez le vent solaire, hein, de 370 km par seconde. Donc, c'est une vitesse absolument considérable. Et la Terre, c'est 108 000 km à l'heure autour du Soleil. Donc, il faut une chance incroyable pour que ce nuage de vent solaire arrive à proximité de la Terre. C'est relativement rare. Mais là, c'était la bonne configuration. Et voilà des photos qui ont été prises du Havre. Alors, les Havrais, vous reconnaissez sûrement. Donc, il y a des Havrais. Malheureusement, je n'ai pas les noms, parce que je l'ai vu dans un journal, dans le journal local, ils n'ont pas publié les noms. Donc, si les astrophotographes sont dans la salle, je leur présente mes excuses. Voilà les aurores qui ont été vues au Havre le 10 mai. Le 10 mai. En vérité, voilà, ça c'est un astrophotographe qui a pris le 10 mai des aurores depuis la Loire, donc à la latitude du Havre. Donc ça veut dire que on peut voir des aurores au Havre, ça arrive de temps en temps. Ça arrive typiquement quand le soleil est très actif, donc c'est la bonne période en ce moment, et puis qu'il n'y a pas de nuages, et puis qu'il n'y a pas de lune si possible. Et là, on a des bonnes chances d'en voir. C'est un peu compliqué de prévoir. Donc moi je le sais quelques heures avant et voilà. Mais les chances pour le moment ne sont pas du tout faibles. Cette aurore du 10 mai, avec mon équipe de prévisionnistes, on l'avait prévu. On a prévu nos copains. Pour le moment, on n'ose pas encore faire des annonces publiques, bien qu'on soit invité par plein de journalistes qui nous le demandent. Mais on n'ose pas parce que c'est compliqué d'envoyer des milliers de personnes dehors et il peut ne rien se passer, quoi. Et après, ils vont dire ils sont nuls. Là-bas, les prévisionnistes de Grenoble, c'est vraiment mauvais, quoi. Donc, pour le moment, on prévient nos copains et on teste un petit peu, quoi. Voilà, ça c'est la même aurore vue depuis Champs-Rousse, une station de ski au-dessus de Grenoble. Voilà ce qu'on voyait. Alors, encore une fois, hein, avec nos yeux, on voyait beaucoup moins bien que ça. Hein. Là, en plus, l'aurore, elle était au-dessus, on a calculé, elle était entre Dunkerque et Londres. Donc, elle était très loin, quoi. Donc, avec les yeux, c'est beaucoup moins joli que ça. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le soleil en ce moment. Donc, c'était avant-hier. Parce que ça met à peu près 2 jours à arriver sur la Terre, des grosses éjections de masse coronale, tout un tas de taches sur le Soleil, des éruptions solaires. Donc, peut-être, je ne suis pas encore sûr, qu'on pourrait en voir ce soir ou demain, avec des bons appareils photo. Avec les yeux, je pense pas, quoi. Pour le voir, en tous les cas, si vous voulez en voir, il faut regarder vers le nord, parce qu'elles vont se produire, à mon avis, plus haut que Londres, si elles se produisent, plutôt vers Leeds ou vers l'Écosse. Et voilà, il faut être en dehors de toute pollution lumineuse, il faut avoir là une bonne vue dégagée vers le nord, mais ça, vous l'avez avec la mer. Moi, je pense que samedi soir, je vais aller sur la côte normande, là, vers Cabourg, pour essayer de voir quelque chose. Et voilà, il faut apporter des jumelles, couvrez-vous bien, prenez des thermos, il faut attendre toute la nuit, prenez de quoi manger, et puis attendez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et je ne saurai que quelques heures avant si on a vraiment des chances d'en voir. Et si vous croisez quelqu'un sur la plage, c'est moi. Voilà. Malheureusement, ce soir il pleut. Ce soir il pleut, donc on n'en verra pas ce soir, sauf si on peut se lever vers 4 heures du matin. Demain il doit faire beau.
je ne sais pas encore quel est l'état du vent solaire. Il y a plein de choses à contrôler dans le vent solaire pour avoir une chance de voir des aurores. Donc pour le moment, je ne peux pas encore dire si demain soir, on a des réelles chances d'en voir. Voilà, il ne faut pas croire au Père Noël. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je crois que j'ai mis 45 minutes. Merci. Jean, c'était un plaisir de vous entendre passionné. On sent la passion d'enfant qui est encore présente. Il y a vraiment une sorte d'enthousiasme assez enfantin devant ces aurores. C'est une chance, une sacrée coïncidence, parce que ça a l'air, bon, à part à cause des nuages ce soir, mais pile en ce moment. Ouais. Et ça arrive quand même pas tous les 4 matins d'avoir cette chance de pouvoir voir des aurores. C'est une chance absolument folle qu'on a en ce moment. Je suis hyper excité. En fait, j'étais très excité de venir vous raconter ça. Mais encore une fois, je ne vous demande pas de sortir ce soir ou demain. Je ne sais pas pour le moment, quoi. Mais alors, moi, je vais sortir, c'est sûr. Comme vous nous avez pas donné votre numéro de portable pour qu'on puisse vous appeler pour savoir, est-ce qu'il y a un moyen, quand on est grand public, hein, qu'on ne connaît pas tout le jargon des scientifiques, un site simple sur lequel on peut se connecter et avoir des informations en temps réel, quelques heures à l'avance, pour savoir où aller regarder? Non, pour le moment, ça n'existe pas. On a créé, alors quand je dis on, il se trouve que par une chance complètement dingue, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai participé à tout ça. On a créé un centre européen qui s'appelle SIDC, qui se trouve à Bruxelles. Là, on envoie des bulletins qu'on appelle de météo de l'espace avec des alertes. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit parce qu'on a cet état d'esprit de service public. Et ils envoient des bulletins d'alerte. Les Belges sont quand même très très prudents, souvent trop prudents à mon goût. D'accord. Moyennant quoi, moi, à Grenoble, sous l'égide de mes tutelles, le CNRS, j'ai créé un centre que j'appelle le Centre opérationnel de météo de l'espace des Alpes, où on s'entraîne à créer des bulletins de météo de l'espace et des alertes pour tout le monde, pour que les gens peuvent tous comprendre. Voilà. Vous vous entraînez, ça veut dire que c'est pas encore en ligne pour le moment. C'est pas encore en ligne. Et j'espère que ce sera d'ici l'année prochaine. Et pour le SIDC belge dont vous nous avez parlé, ça par contre c'est en ligne. Ça c'est complètement en ligne. Alors rappelez-nous l'adresse pour s'il y a des chasseurs d'aurore dans la salle. Il suffit taper SIDC Belgique, vous allez tomber dessus immédiatement. C'est tout en anglais. Voilà. C'est tout en anglais. Bon, avec Google Trad, on doit pouvoir s'en sortir. Et puis, on a des jeunes qui font de l'anglais dans la salle. Je suis dans mon centre opérationnel, encore une fois, j'ai eu une chance tellement folle. J'ai pu structurer la discipline en Europe. Donc, j'ai des copains dans tous les pays européens. Et puis, j'ai pu enseigner beaucoup en Afrique. Donc, j'ai des amis, des collègues dans plein de pays africains. Et l'idée qu'on a, c'est que toutes les semaines, on fait un bulletin. Donc, on s'est entraîné. On est passé à la radio, sur votre radio. En plus, on est passé sur Radio France Internationale. Toutes les semaines, on fait un bulletin. On l'envoie, au moment où on les fait, on l'envoie à nos collègues dans plein de pays européens et des pays africains qui les traduisent dans leur langue. Parce que notre but, c'est qu'on parle aux gens dans leur langue, qu'on arrête la prééminence de l'anglais. Et donc, ce qu'on espère, c'est que d'ici 1 an, on aura des bulletins diffusés auprès de 300 millions de personnes dans leur langue pour qu'ils puissent voir des aurores. Alors, on va prendre des questions dans la salle. Hein. Si vous en avez, levez la main et puis on va vous apporter un micro. Pendant que le micro se déplace, une petite question. Les vidéos qu'on a vues, vous qui les avez vues en vrai, moi, je n'ai jamais eu cette chance de voir des aurores boréales, ni depuis la France, ni depuis les pôles. Est-ce que c'est vraiment comme ça, ou est-ce que c'est une sorte d'évocation, ça ressemble, mais quand on est en dessous, c'est pas vraiment le même spectacle? Est-ce que la caméra, est-ce que les vidéos captent vraiment le spectacle? Alors moi, je trouve que les caméras sont trop sensibles et que c'est beaucoup moins beau que la réalité. Ah oui. La réalité, elle est vraiment sensible. On voit des lumières très très ténues qui se mettent à s'agiter dans tous les sens, et ça c'est beau. Enfin, c'est presque indécent, c'est presque ostentatoire ce qu'on voit avec la caméra. C'est violent, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est beaucoup plus subtil, avec des sortes de drapés transparents. Tout à fait. Oui. Voilà. Et puis quand je vois maintenant vous le savez, quand je vois des aurores, et j'espère que vous en verrez, quand on sait que c'est quelque chose qui s'est passé sur le Soleil il y a quelques heures, avec tout ce parcours compliqué, ça rend les choses encore plus belles. Moi, je crois que la compréhension physique, elle nous connecte avec l'univers,
et que cette connexion, elle est physique, elle n'est pas ésotérique. Ouais. Et ce fait que ces photons qui viennent dans nos yeux, cette lumière qui vient dans nos yeux, elle a cette origine incroyable, ça nous connecte avec notre environnement spatial. Et pour moi, c'est quelque chose qui est super émouvant, encore aujourd'hui. Hein, oui, oui. Mais d'ailleurs, chez les Inuits, vous dites que ce n'est pas ésotérique. Évidemment, c'est très scientifique. Mais ça évoque des tas de choses, aussi des croyances, des légendes chez les Inuits qui ont observé depuis très très longtemps ces lueurs. Il y a plein de légendes qui tournent autour. Une des légendes inuites, qui est le plus émouvant, raconte que l'aurore est la fille du soleil. Et c'est vrai. Oui. C'est incroyable. C'est ça. C'est ça. La légende rejoint la science. Allez, des questions dans la salle. Je vous écoute. Bonjour. 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 D'où viennent les étoiles? D'où viennent les étoiles? Ça, c'est une vaste question. C'est une très très vaste question qui sort très très complètement du thème de cette conférence. Le soleil est une étoile. On peut savoir comment le soleil est né quand même. Voilà. Tu sais, si tu sautes, est-ce que je peux te tutoyer? Oui. Il est là, d'accord. Bon, est-ce que je peux te tutoyer? Ça ne te gêne pas? Bon, je te remercie. Quand tu sautes, tu retombes sur la Terre. Voilà. Le fait que tu retombes sur la Terre, on appelle ça la gravité. Plus il y a de masse, et plus il y a de gravité. Alors imagine, on est dans l'univers. L'univers est très très vide, et puis par hasard, parce qu'il y a un peu de dynamique, il y a un endroit où il y a un peu plus de particules. Alors du coup, la gravité est un peu plus élevée, elle attire les particules qui sont autour. Et la gravité monte comme ça. Et localement, la gravité devient tellement élevée qu'il y a de plus en plus de particules qui tombent dessus. Et c'est ça qui commence à créer une étoile. On appelle ça un effondrement gravitationnel, nous, avec nos mots, mais c'est pas très important. C'est ça qui se produit. Je veux pas aller plus loin parce que c'est vraiment pas le thème de la conférence. Mais c'est déjà un début d'explication. Allez, on prend une autre question. On t'écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une autre forme de vie qui puisse voir les aurores boréales, mais sous une autre forme que nous? Alors, je vais une autre forme de vie, là encore, c'est une autre question, mais je vais répondre à ta question d'une autre façon. Ouais. Si tu veux bien, je vais te raconter les autres aurores boréales, les autres aurores polaires. Hein. Tu as compris, c'est boréal au nord et austral au sud. Hein. Quand on part du Soleil, il y a Mercure. Mercure, elle a un champ magnétique, mais elle n'a pas d'atmosphère. Elle est tellement près du Soleil que le vent solaire a soufflé toute son atmosphère, puis elle est toute petite. Et donc, les électrons, les protons qui arrivent, ils tournent autour de Mercure et vont se déposer sur cet entonnoir et ils tapent dans la Terre. Dans la Terre, enfin le sol de Mercure, il y a un tout petit peu de sodium. Le sodium, il émet un tout petit peu de lumière. Donc sur Mercure, on marche sur les aurores boréales. Voilà. Ensuite, quand on s'éloigne, on est sur Vénus, il n'y a pas de champ magnétique, pas d'aurore. Ensuite, on s'éloigne, il y a la Terre, là vous avez tout compris. On s'éloigne encore, il y a Mars. Et là, sur Mars, il y a eu un champ magnétique pendant 1 milliard d'années. Ce champ magnétique s'est éteint. Quand le champ magnétique s'est éteint, l'atmosphère était très dense. Tu vois, il est beaucoup plus dense que celle de la Terre. Elle est partie dans l'espace. Et maintenant, elle est très ténue. Il n'y a presque plus d'atmosphère. Mais il en reste un petit peu. Et localement, là où il y avait du fer, le fer est resté aimanté. Alors les particules arrivent là, dans le fer, et là où il y a du fer aimanté, elles descendent dans l'atmosphère et elles créent des aurores. Ces aurores, par une chance inouïe, j'ai fait partie des découvreurs de ces aurores, mais on ne les voyait pas avec les yeux. Et puis, donc, on les voyait dans l'ultraviolet. Tu sais, l'ultraviolet, c'est ce qui fait bronzer quand on est à la plage. Voilà. Donc, on les voyait là-dedans. On a découvert ça avec un satellite européen et toute une équipe. Et puis, quelques années plus tard, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, j'ai fait des expériences et j'ai prouvé qu'on peut les voir aussi avec les yeux. Et quelle couleur elles ont? Elles sont bleues et vertes à 140 km d'altitude et elles sont rouges à 160. Et là, la NASA m'a dit, oh, c'est trop cool, on va faire un satellite pour aller l'observer, quoi. Mais moi, je vais partir à la retraite avant que le satellite soit fini, donc je veux griller la NASA. Et donc, j'ai lancé un grand programme avec des astrophotographes, des astronomes amateurs, pour aller découvrir les aurores bleues et vertes sur Mars. Et c'est quand? C'est maintenant. Ça commence en décembre et janvier. Donc, je suis en train de mettre en place un réseau de plusieurs centaines d'astrophotographes partout sur Terre, parce que la Terre et Mars vont être dans la bonne configuration pour pouvoir les voir. Et j'espère que dans 3 mois, j'aurai des photos des aurores bleues, vertes et rouges sur Mars. Et quand on s'écarte,
Ensuite, il y a Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne, énormes, avec un champ magnétique énorme, un ovale auroral énorme. Mais autour de Jupiter et Saturne, il y a plein de planètes qui envoient des particules volcaniques, par exemple, qui vont faire en plus d'autres aurores volcaniques dans leurs atmosphères. Et puis, quand on s'écarte, il y a Uranus et Neptune. Et Uranus et Neptune, elles pointent leur pôle nord magnétique vers le Soleil. Elles tournent comme ça, quoi. Donc là, il n'y a pas besoin d'un gros ovale auroral, mais il y a une tache d'aurore côté nuit qui a été vue par le satellite Hubble, que j'ai pu reproduire en labo avec une manip qui s'appelle la Planeterella, qui va être exposée demain et après-demain ici pendant cet événement. Et ce que j'ai découvert grâce à cette manip, c'est qu'il y a aussi un ovale auroral côté jour et un ovale auroral très intense côté nuit. Donc maintenant, on est en train de faire une manip spatiale pour aller voir si effectivement on peut voir l'ovale auroral côté nuit sur Uranus et Neptune. Ce qui me fascine, c'est à quel point le système solaire est divers. Et maintenant, on essaye de se dire, alors qu'est-ce qui se passe sur des planètes en dehors du système solaire? Et là, on ne sait pas. Donc on est en train d'y travailler à Grenoble, de faire un télescope pour aller essayer de découvrir les aurores boréales sur des planètes en dehors du système solaire. Jean, il y a énormément de mains qui se lèvent. Si vous mettez 5 minutes pour répondre à chaque question, il y a beaucoup de gens qui seront un peu frustrés. Mais on a bien compris qu'il existait des aurores boréales extraterrestres. On ne sait pas si les extraterrestres vivants, des êtres vivants existent, mais en tout cas, des aurores boréales extraterrestres existent. Ouais. Il y en a sur... Et alors j'ai retenu, on marche sur des aurores boréales sur Mercure. Sur Mercure. C'est vraiment poétique. Allez, on prend une autre question dans la salle. Bonjour. On vous écoute. Celui qui a le micro, vas-y, on t'écoute. Que viendrait-il à arriver si un vent solaire venait percuter fortement la Terre? Ah, ça c'est une bonne question. Ouais, c'est une super question. Les impacts, je vais être très rapide parce qu'il y a demain une conférence là-dessus par mon ami Sacha Brun. Les impacts, en fait, ne sont pas seulement les aurores. Il y a des impacts sur les satellites. On peut casser des satellites. On peut perturber toute l'aviation civile. C'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps que les avions soient bloqués parce que les télécommunications sont bloquées. On peut bloquer les télécommunications. On peut bloquer les réseaux électriques. On peut bloquer, on peut faire chauffer des centrales électriques jusqu'à faire fondre les transformateurs. En somme, les data centers, ça pour moi c'est un vrai problème, quoi. J'arrive pas à convaincre les patrons des data centers qui doivent s'intéresser à ça, parce qu'on peut bloquer des data centers. L'autre truc qui me concerne beaucoup, enfin qui m'inquiète beaucoup, et pour lequel j'étais en discussion pendant très longtemps avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques au Parlement français, c'est qu'on peut... il peut y avoir des problèmes sur des centrales électriques, en particulier des centrales nucléaires. Donc il faut les protéger. Pour arriver à protéger tout ça, donc on peut avoir, dans le cas d'une très très grosse éruption solaire, on peut avoir une suite de catastrophes qui pourraient perturber l'ensemble de la planète. En fait, c'est pas vraiment nous, êtres vivants, qui serions immédiatement impactés par ces aurores, c'est toutes nos sociétés ultra modernes, c'est tous nos systèmes électriques, c'est tous les réseaux de satellites, qui pourraient dysfonctionner en même temps. Tout à fait. Les catastrophe mondiale. Les sociétés les plus résilientes, c'est les sociétés les moins avancées technologiquement. Et, oui, à méditer, ça aussi, à méditer. Voilà, et donc on a créé une discipline qui s'appelle la météorologie de l'espace pour essayer de prévoir et de prévenir les industriels suffisamment en avance pour qu'ils mettent leurs instruments en position de sauvegarde. Allez, on prend une autre question dans la salle. On aura le temps pour une ou deux selon la réponse, la longueur de la réponse. Vas-y, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi en fait elles ont différentes couleurs les aurores boréales. Ça aussi, c'est une bonne question, parce qu'on a vu depuis le Havre, elles sont plutôt violettes, et puis quand on est au pôle, elles sont plutôt vertes, ces aurores. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. Plus les particules arrivent vite, plus elles peuvent descendre bas dans l'atmosphère, heurter un autre gaz qui va émettre une autre couleur. Ici, les aurores qu'on peut voir depuis le Havre, elles se situent le plus souvent au nord de la Grande-Bretagne, et comme la Terre est ronde, on ne voit pas le bas de l'aurore. Donc on ne voit pas là où elle est verte, dans le bas de l'aurore, vers 100 km, c'est vert. Le plus souvent, on ne le voit pas, c'est caché par la Terre. Et on voit que le haut de l'aurore qui est rouge. Ah, voilà. Donc c'est pour ça que d'ici, depuis le Havre, on voit essentiellement le rouge. Et les photos, parce que les photographes, la plupart d'entre eux, ne calibrent pas bien leurs appareils. Sur les photos, on le voit mauve. Mais c'est en vérité rouge, quoi. C'est rouge. Et est-ce qu'une tempête plus importante pourrait les... Puisque si je comprends, c'est une question un peu de taille du phénomène. Plus le phénomène est important, plus on pourrait
pourrait l'avoir vert jusqu'à nos latitudes? Tout à fait, oui, Ouais. ça arrive, ouais. Ouais. Parce que quand les particules arrivent vite, eh ben, le gros anneau dont je parlais, cet anneau de courant se rapproche de la Terre, et donc les particules peuvent descendre en latitude. Et elles peuvent descendre effectivement jusqu'à ici, jusqu'à au moins Bruxelles. Allez, on a le temps d'en prendre une toute dernière. Où est le micro? On t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je voulais savoir, que verrait-on, à votre avis, si par un incroyable hasard, une énorme tempête solaire coïncidait avec l'inversion des pôles de la Terre? Alors, il faut peut-être préciser ce que pourrait être cette histoire Des pôles d'inversion des pôles et magnétiques, comment ça se passerait. Parce qu'effectivement, le champ magnétique, c'est pas si stable que ça à l'échelle des temps géologiques. Tout à fait, oui. Alors, je vous ai dit, le magnétisme, c'est de l'électricité qui bouge. Dans le centre de la Terre, il y a du fer électrisé qui tourne avec des gros tourbillons comme ça, mais il ne tourne pas comme un disque, il tourne comme une ronde. Vous avez tous été à des fêtes où on fait la ronde, et puis il y a toujours, quand on fait la ronde, il y a quelqu'un qui arrête de tenir la main de celui qui est devant lui, et puis on commence à spiraler. Et quand la personne devant se retrouve au centre de la spirale, au centre de la ronde, la seule chose qu'il peut faire pour continuer la ronde, c'est passer sous les bras des autres et puis déspiraler. C'est ce qui se passe dans ces gros tourbillons au centre de la Terre, qui tournent en spirale. Donc de temps en temps, ils s'inversent, et il y a le pôle nord magnétique, enfin là en ce moment, le pôle nord magnétique il est au sud, et hop, ça peut s'inverser. Mais ça prend des centaines et des centaines d'années. Il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus, contre lesquels je me suis beaucoup battu, sur le fait que ces inversions de champs magnétiques allaient créer, comme sur Mars, une évaporation de l'atmosphère. C'est archi faux. J'ai fait tous les calculs, c'est archi faux. C'est pas vrai, quoi. Ouais. Et comme ça prend des centaines et des centaines d'années, le moment où le champ magnétique de la Terre s'inversera, pendant des dizaines ou des centaines d'années, il n'y aura plus vraiment de champ magnétique structuré sur la Terre, il n'y aura plus d'aurore. Donc pour moi, ce serait vraiment une catastrophe. Ah, je croyais que ça ferait au contraire des aurores localisées moins intenses, mais un peu réparties partout. Vraisemblablement pas, non. Il y a vraiment un effondrement dans ce qu'on connaît. On analyse les amphores anciennes, c'est comme ça. Mais c'est quand même intéressant de se dire que plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, le champ magnétique s'est inversé, pôle nord qui passe d'un pôle nord magnétique qui passe en bas, en haut et ainsi de suite, à chaque fois avec plusieurs centaines d'années pour que ça se produise. À ce moment-là, le champ magnétique se réduit, et si ça se produisait, pour revenir à la question qui était posée, on serait moins protégé de ces... Alors, cette notion de protection, c'est une notion, je vais utiliser un grand mot, anthropomorphique, anthropologique, centré autour de l'homme. Anthropocentrique, alors. Anthropocentrique, quoi, anthropocentré. Ça, en vérité, ça ne nous protège pas, parce que vous avez compris, s'il n'y a pas de champ magnétique, sur Vénus, par exemple, il n'y a pas de champ magnétique, l'atmosphère de Vénus, elle est beaucoup plus dense que celle de la Terre, 90 fois plus dense, il n'y a pas de problème. Et ce champ magnétique, ce que ça fait, c'est que ça structure cet anneau de courant qui devient un endroit terrible pour nos satellites, et puis ça fait des endroits avec les ovales qui sont assez terribles pour les communications, pour les centrales électriques, etc. quoi. Ouais. Ça structure tout ça et ça donne beaucoup plus de puissance à l'énergie qui vient du vent solaire. D'accord. Pas de champ magnétique, l'environnement spatial devient beaucoup plus doux que ce qu'il est maintenant. Donc il faut oublier cette notion de protection. Donc on n'est pas spécialement protégé par ce champ magnétique, et ce ne serait pas une catastrophe s'il s'inversait, s'il changeait. On verrait moins d'aurore, vous auriez plus votre sujet d'étude, mais bon, c'est pour dans quelques centaines d'années, et a priori, vous serez à la retraite, on va dire. Bon, allez, merci beaucoup, Jean. C'était passionnant. Merci.